Avez-vous déjà pris un moment pour vous demander pourquoi certains semblent atteindre tous leurs objectifs, tandis que d'autres, malgré leurs rêves et leurs ambitions, restent bloqués, stagnent et finissent par abandonner? Imaginez-vous au bord de réaliser ce rêve que vous avez toujours caressé, cette vision de ce que votre vie pourrait être. Et pourtant, à chaque fois, il manque quelque chose pour franchir cette dernière étape. Est-ce le manque de temps? La peur de l'échec? Non, c'est souvent le manque d'autodiscipline. Oui, cette force intérieure qui vous pousse à avancer, même lorsque la motivation s'efface, même quand la fatigue se fait sentir, même quand la tentation de laisser tomber devient presque irrésistible. L'autodiscipline, c'est le secret caché derrière chaque grand succès, derrière chaque transformation personnelle durable. Combien de fois avez-vous déjà renoncé à un projet, abandonné une habitude que vous tentiez de développer, ou laissé s'évaporer une aspiration simplement parce que vous n'aviez pas la constance nécessaire pour persévérer? Imaginez si, au lieu de céder à ces moments de doute et de fatigue, vous pouviez puiser dans une force intérieure qui vous permettrait de continuer à avancer, même dans les périodes les plus difficiles. C'est ce pouvoir-là que nous allons explorer ensemble aujourd'hui sur Sagesse en évolution. Nous allons plonger au cœur de ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent à transformer leur vie et ceux qui restent au même point, année après année. Car la vérité, c'est que l'autodiscipline n'est pas innée. Elle se construit, elle s'apprend, elle se cultive. Mais pour cela, il faut savoir par où commencer, et comment s'y prendre, pas à pas. Beaucoup aspirent à de grandes choses. Une carrière qui les passionne, une meilleure santé, une vie plus épanouie. Mais très peu comprennent que la clé pour y parvenir se trouve dans la capacité à rester engagé, à se relever après chaque chute, à continuer même lorsque l'envie n'y est plus. Cette capacité à agir quand d'autres s'arrêtent, c'est ce qui distingue les personnes ordinaires de celles qui marquent une différence durable dans leur vie et dans celle des autres. Et si je vous disais qu'en développant votre autodiscipline, vous pourriez littéralement transformer votre vie? Que cela pourrait être la réponse aux questions que vous vous posez depuis longtemps. Pourquoi n'ai-je pas encore atteint mes objectifs? Pourquoi n'arrivais-je pas à créer la vie que je désire? Restez bien avec nous aujourd'hui, car nous allons ensemble découvrir comment bâtir cette force mentale. Nous explorerons des principes simples mais puissants, des outils pratiques pour commencer dès maintenant à prendre le contrôle de votre vie. Mais avant de nous lancer, je veux que vous vous posiez cette question. Jusqu'où seriez-vous prête à aller si vous aviez la certitude que la persévérance paie toujours? Cette question est essentielle, car elle détermine votre engagement à suivre le chemin que nous allons tracer aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêt à découvrir comment l'autodiscipline peut être le levier qui propulsera votre vie vers ce que vous avez toujours voulu atteindre, ne quittez pas cette vidéo. Ce que vous allez entendre pourrait bien être le point de départ d'une transformation radicale. Sur Sagesse en évolution, nous croyons profondément au pouvoir de chacun à se transformer. Mais ce pouvoir repose sur un choix simple, le choix de rester, d'écouter et de mettre en pratique ce que vous allez apprendre. Vous êtes prêts? Alors, restons ensemble et voyons comment faire de l'autodiscipline votre allié la plus précieuse. 1. Avoir un but. L'autodiscipline commence par un point fondamental, souvent négligé, la découverte de son objectif. Sans un but clair, les efforts les plus déterminés finissent par s'essouffler, les plus belles ambitions se dissipent dans la routine quotidienne, et les rêves deviennent des regrets. Marc Aurèle, un grand penseur stoïcien, le résumait parfaitement. « Je suis éveillé au travail d'un être humain. Pourquoi donc serais-je troublé par le fait de faire ce pour quoi j'ai été fait ?» Cette phrase, à la fois simple et profonde, nous rappelle que chaque être humain a un rôle à jouer, une mission à accomplir. Mais comment découvrir ce rôle, ce but qui va devenir notre moteur? Prenons un instant pour réfléchir. Lorsque vous vous réveillez le matin, savez-vous pourquoi vous vous levez? Est-ce simplement parce que le réveil a sonné, parce que vos obligations vous y forcent, ou avez-vous un but précis qui vous pousse hors du lit avec détermination? La différence entre une journée pleine de sens et une journée monotone repose souvent sur cette question. Avoir un objectif clair donne de la direction, comme une boussole qui nous guide même au milieu de la tempête.
Lorsque les moments difficiles arrivent, que la fatigue se fait sentir, ou que les doutes surgissent, se rappeler pourquoi nous avons commencé nous redonne la force d'avancer. Imaginez une personne qui veut devenir écrivain. Au début, elle est remplie d'enthousiasme. Elle imagine déjà ses livres sur les étagères des librairies, les lecteurs tournant avidement les pages de son histoire. Mais très vite, la réalité s'impose. Écrire tous les jours est difficile. Il faut surmonter les critiques, affronter les pages blanches et persister même quand les idées semblent s'être taries. Sans un objectif profondément ancré, la tentation de tout abandonner devient de plus en plus forte. Mais si cette personne sait pourquoi elle écrit, pour partager un message, pour inspirer les autres, ou même simplement pour exprimer sa vérité intérieure, elle trouvera la force de persévérer chaque jour, peu importe les obstacles. Un but clair agit comme une source d'énergie. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. On raconte qu'il a échoué plus de 1000 fois avant de réussir. Si son but avait été simplement de créer une ampoule pour en retirer une satisfaction immédiate, il aurait sûrement abandonné au premier échec. Mais son objectif allait bien au-delà. Il voulait changer le monde, illuminer les foyers de chaque individu. C'est cette vision qui l'a poussé à continuer, à chaque essai raté. Il ne voyait pas les échecs comme des défaites, mais comme des étapes nécessaires sur le chemin de sa réussite. L'objectif agit aussi comme un filtre face aux distractions. Dans un monde où l'on est constamment sollicité par mille et une choses, avoir un but permet de ne pas se laisser détourner de l'essentiel. Pensez à un étudiant qui souhaite devenir médecin. Au cours de ses études, il pourrait être tenté de sortir chaque soir avec ses amis, de céder à la facilité de la procrastination ou de choisir des matières plus simples. Mais s'il a un objectif clair en tête, celui de sauver des vies, de soigner, il saura dire non aux distractions et se concentrer sur ce qui compte vraiment pour lui. Chaque matin, il se rappellera que ses sacrifices aujourd'hui lui permettront de réaliser son rêve demain. Cet aspect de l'autodiscipline est également essentiel dans les moments où la motivation vient à manquer. Car oui, la motivation fluctue, elle est souvent comme une vague qui monte et descend. Un jour, vous vous sentez invincible, prêt à conquérir le monde, et le lendemain, tout semble pesant et difficile. Mais un objectif fort et clair est la bouée qui vous maintient à flot quand la vague de la motivation se retire. Même lorsque l'envie n'est plus là, même lorsque tout semble aller de travers, vous savez que chaque petite action, chaque effort, vous rapproche de votre but. Mais alors, comment découvrir cet objectif qui vous guidera? Il n'existe pas de recette miracle, mais une chose est sûre, il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous feriez même si vous n'étiez pas payé pour cela? Quel rêve d'enfant avez-vous laissé de côté pour les obligations de la vie adulte? Ce sont ces questions qui révèlent souvent nos aspirations profondes, celles qui nous poussent à aller plus loin, à dépasser nos propres limites. Loin des attentes extérieures, cet objectif doit résonner en vous, être une véritable source de passion. Par exemple, si vous aimez peindre depuis l'enfance, mais que la vie vous a mené vers une carrière plus sécurisante, pourquoi ne pas commencer à réserver du temps chaque jour pour cette passion? Peut-être que cet objectif, au départ minime, deviendra plus grand au fur et à mesure que vous l'alimenterez de votre attention. C'est cela, bâtir son autodiscipline. Consacrer du temps, chaque jour, à ce qui nous tient à cœur, même si cela n'apporte pas immédiatement de récompense visible. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais de commencer, de persévérer. Et même dans les tâches les plus quotidiennes, avoir un but les rend plus supportables. Imaginez que vous ayez à réparer un pneu crevé au bord de la route. Si votre seule motivation est de finir cette tâche pour revenir à la maison, cela peut paraître long et pénible. Mais si votre objectif est de continuer un voyage qui vous tient à cœur, chaque tour de clé, chaque effort pour réparer ce pneu devient une étape vers la réalisation de votre aventure. Le but transforme l'obstacle en simple étape, et la difficulté devient supportable parce qu'elle fait sens. En résumé, sans un objectif fort, l'autodiscipline est comme un navire sans gouvernail. Elle peut avancer,
mais sans direction, elle finit par dériver. Le but, c'est ce qui donne du sens à nos actions, ce qui transforme chaque effort en une pierre de plus dans l'édifice de notre vie. Pour bâtir cette autodiscipline, il ne suffit pas de se forcer à agir, il faut avant tout savoir pourquoi on agit. Et ce pourquoi doit être suffisamment puissant pour nous ancrer dans notre démarche, même lorsque le vent souffle fort. La découverte de son but est la première pierre de l'autodiscipline. Sans elle, la motivation s'éteint, la persévérance faiblit, et l'on finit par se perdre dans les méandres de la vie. Mais une fois que vous avez ce but, cette raison d'avancer, tout change. Vous trouvez la force de continuer, même quand c'est difficile. Et c'est là que commence le véritable travail sur soi, celui qui consiste à transformer chaque jour en une nouvelle opportunité de progresser vers ce qui vous anime. Maintenant que nous comprenons l'importance d'avoir un but clair pour développer notre autodiscipline, il est temps de voir comment cette vision peut être concrétisée au quotidien. Pour que ce but ne reste pas une simple idée dans notre esprit, il nous faut un plan d'action pratique et réaliste. Et c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Comment transformer nos intentions en actions concrètes et bâtir un chemin solide vers nos objectifs. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien être la clé qui manquait à votre quête de discipline personnelle. 2. Construire la constance. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous enseigne une vérité fondamentale. Vous devez construire votre vie action par action et vous contenter si chacune atteint son objectif dans la mesure du possible. Ces quelques mots renferment une leçon puissante. Le chemin vers nos objectifs se construit une petite action à la fois. La constance, cette capacité à répéter des efforts jour après jour, est la clé pour transformer un simple rêve en une réalité tangible. Mais pourquoi la constance est-elle si essentielle ? Tout simplement parce que les grands accomplissements ne se bâtissent pas du jour au lendemain. Imaginez que vous souhaitiez construire une maison. Chaque jour, vous posez une brique, parfois 2, parfois 3, mais jamais plus que ce que vous pouvez faire. Certaines journées, il fait beau, le travail est agréable et rapide. Mais d'autres jours, le ciel se couvre, la pluie tombe, et chaque brique posée demande un effort considérable. Ceux qui réussissent à bâtir cette maison ne sont pas ceux qui posent toutes les briques en une seule journée, mais ceux qui, malgré la pluie, le vent ou la fatigue, reviennent chaque jour pour poser une brique de plus. La constance, c'est exactement cela. Elle ne requiert pas des actions spectaculaires, mais des actions régulières. Pensez à la goutte d'eau qui, avec le temps, finit par creuser la roche. Ce n'est pas sa force qui la rend puissante, mais sa persistance. De même, dans notre vie, ce ne sont pas les exploits ponctuels qui font la différence, mais les petits gestes répétés chaque jour, même quand la motivation s'épuise. Prenons l'exemple de quelqu'un qui souhaite perdre du poids. Au début, la motivation est au maximum. Les premières séances de sport se font dans l'enthousiasme, le régime est suivi à la lettre. Mais très vite, la réalité rattrape cette personne. Les courbatures se font sentir, la tentation d'un gâteau ou d'un plat réconfortant apparaît, et les premiers résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. C'est à ce moment-là que la constance devient cruciale. Ceux qui parviennent à perdre du poids et à le maintenir ne sont pas nécessairement les plus forts ou les plus disciplinés au départ, mais ceux qui continuent, même quand c'est difficile, même quand les résultats tardent à se manifester. Chaque séance de sport, chaque repas équilibré, est une brique de plus dans l'édifice de leur transformation. C'est aussi vrai pour le développement de compétences. Imaginons un musicien qui souhaite apprendre à jouer de la guitare. Il commence par apprendre quelques accords, puis il répète chaque jour. Au début, ses doigts le font souffrir, les mélodies sont hésitantes et maladroites. Mais avec le temps, chaque heure de pratique, même courte, commence à porter ses fruits. Ce qui semblait impossible à ses débuts devient fluide, naturel. Si ce musicien avait cessé de pratiquer parce qu'il n'entendait pas tout de suite le son qu'il espérait, il n'aurait jamais découvert la beauté de la maîtrise de son instrument. La magie réside dans la répétition,
dans cette persévérance qui finit par faire la différence. Cependant, il est important de se rappeler que la constance n'est pas synonyme de perfection. Nous avons tous des jours où la motivation est au plus bas, où la fatigue nous envahit, où tout semble aller de travers. Ces jours-là, il est crucial de se rappeler que ce ne sont pas ces moments de faiblesse qui définissent notre parcours, mais notre capacité à reprendre là où nous avons laissé. Un mauvais jour ne doit pas devenir une mauvaise semaine, et une mauvaise semaine ne doit pas se transformer en une mauvaise année. C'est l'une des leçons les plus importantes que le stoïcisme nous enseigne, la résilience. Imaginez un athlète qui s'entraîne pour un marathon. Il sait que certains jours, son corps ne répondra pas comme il le souhaite. Peut-être qu'un matin, il se sentira épuisé, chaque pas sera une lutte, et il devra s'arrêter plus tôt que prévu. Mais l'athlète discipliné ne se laisse pas abattre par ce jour difficile. Au contraire, il accepte ce revers comme une partie du processus. Il se repose, puis revient le lendemain pour reprendre son entraînement. La constance, c'est cette capacité à ne pas se laisser définir par un échec temporaire, mais à toujours garder les yeux rivés sur l'objectif final. La constance demande aussi de la patience. Trop souvent, nous voulons des résultats immédiats, un succès rapide, une transformation visible en quelques semaines. Mais la réalité est que tout ce qui a de la valeur demande du temps pour se développer. Un arbre ne donne pas de fruits le jour où il est planté. Il faut le nourrir, l'arroser, le protéger des intempéries et attendre la bonne saison pour récolter ses fruits. De même, lorsque vous travaillez sur vous-même ou sur un projet, il faut accepter que les progrès viennent souvent plus lentement que ce que l'on espérait. Chaque pas compte, même ceux qui semblent insignifiants. Par exemple, si vous décidez de lire 10 pages d'un livre chaque soir, cela peut paraître peu sur le moment. Mais en quelques mois, vous aurez terminé plusieurs ouvrages, accumulant des connaissances que vous n'auriez jamais imaginé acquérir aussi rapidement. C'est la puissance des petites actions répétées chaque jour. Elles finissent par s'additionner pour créer de grands résultats. Ce que vous faites aujourd'hui, aussi petit soit-il, est une graine que vous plantez pour récolter demain. La constance, c'est aussi apprendre à être indulgent avec soi-même. Trop souvent, on s'impose des attentes irréalistes. Ne jamais manquer une séance de sport, ne jamais dévier de son régime, ne jamais avoir un jour de repos. Mais la constance ne signifie pas se flageller à chaque faux pas. Elle consiste à accepter ses erreurs, à se pardonner et à reprendre le chemin le lendemain. C'est ce qui fait la différence entre la rigidité et la vraie discipline. Être flexible dans sa persévérance, c'est savoir que la ligne droite n'est pas toujours la plus efficace, mais que ce qui compte, c'est de ne pas s'arrêter. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est faite de hauts et de bas, de jours de succès et de jours de difficultés. Marc Aurèle le savait bien. C'est pourquoi il prônait de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Nous ne pouvons pas toujours contrôler la rapidité de notre progression, mais nous pouvons contrôler le fait de continuer, jour après jour, malgré les défis. Se contenter de ce que l'on peut accomplir aujourd'hui, et revenir demain pour faire encore mieux, voilà le secret de la constance. Cette constance, lorsqu'elle est cultivée, finit par devenir une force intérieure. Elle forge une résistance mentale, un état d'esprit qui nous prépare à affronter les grandes difficultés de la vie. Les petits efforts quotidiens deviennent une sorte de musculation de notre esprit, nous rendant plus forts, plus résilients face aux défis à venir. Et c'est cela qui, au final, nous mène à la réussite. Nous avons vu comment la constance, bâtie jour après jour, transforme des efforts isolés en une véritable force intérieure. Mais pour maintenir cette constance, il ne suffit pas de savoir pourquoi nous agissons, ni de répéter inlassablement les mêmes actions. Il nous faut aussi savoir comment transformer ces efforts réguliers en un plan d'action structuré qui nous guide étape par étape vers notre objectif. C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Comment élaborer un plan d'action efficace pour transformer notre vision en réalité en posant chaque brique au bon endroit. Restez avec nous, car cette étape est cruciale pour concrétiser vos aspirations les plus profondes. 3.
la souffrance volontaire. Dans notre quête d'autodiscipline, il est facile de vouloir éviter tout inconfort, de rechercher la voie la plus simple, la plus confortable. Mais Marc Aurèle, toujours fidèle à la sagesse stoïcienne, nous enseigne une leçon surprenante et pourtant essentielle. Nous devons nous discipliner dans les petites choses puis progresser vers les plus grandes. Cette idée, bien que contre-intuitive à première vue, nous invite à accepter la souffrance volontaire, à nous exposer délibérément à des difficultés mineures pour nous préparer aux grands défis de la vie. Mais pourquoi embrasser ce qui nous fait mal, ce qui nous rend la vie moins facile? La souffrance volontaire, ce n'est pas de la pénitence ou de l'autopunition. Il s'agit de créer des occasions de sortir de notre zone de confort afin de renforcer notre esprit. En nous confrontant à de petites difficultés, nous développons notre résistance mentale, notre capacité à faire face aux imprévus. Prenons l'exemple d'une douche froide, un acte aussi simple que dérangeant. Le premier contact avec l'eau glacée est un choc, un instant de rejet total. Tout notre corps nous dit de fuir, de retrouver la chaleur réconfortante de l'eau chaude. Mais si, au lieu de céder à ce réflexe, nous décidons de rester sous cette douche froide pendant quelques secondes, nous développons une forme de résilience. Nous apprenons à contrôler nos réactions face à l'inconfort, à ne pas laisser nos impulsions dicter notre comportement. Ces petites épreuves choisies, comme marcher plutôt que de prendre la voiture, ou se lever plus tôt pour travailler sur un projet personnel, sont des manières de se forger un esprit plus robuste. Elles nous apprennent à ne pas céder à la facilité, à ne pas nous laisser gouverner par nos désirs immédiats. Loin de nous affaiblir, elles nous rendent plus forts. C'est comme un entraînement pour l'âme. Tout comme les muscles se renforcent lorsqu'on les sollicite au-delà de leur capacité habituelle, notre esprit se renforce lorsqu'on l'expose à des difficultés délibérées. Imaginez un athlète qui s'entraîne pour une compétition de haute montagne. Avant de gravir les plus hauts sommets, il commence par des ascensions plus modestes, où les sentiers sont escarpés mais accessibles. Il s'expose volontairement à l'effort, au froid, à la fatigue, non pas par masochisme, mais pour préparer son corps et son esprit à des défis bien plus exigeants. S'il tentait de gravir l'Everest dès le premier jour, il échouerait. Mais en acceptant de petites souffrances volontaires, il prépare son corps et son mental pour affronter les plus grandes épreuves. De la même manière, dans notre quotidien, ces petits inconforts que nous nous imposons nous préparent à affronter les grandes difficultés de la vie. Prenons un autre exemple concret, celui de la gestion de notre alimentation. Beaucoup de personnes cherchent à perdre du poids ou à améliorer leur santé, mais elles sont souvent confrontées à des tentations alimentaires constantes. Un dessert appétissant, un plat riche en calories. La souffrance volontaire ici pourrait consister à dire non à ces petits plaisirs immédiats, à choisir une salade alors que tout notre corps réclame une part de gâteau. Ce choix peut sembler insignifiant, mais chaque renoncement, chaque résistance à la tentation est une victoire sur soi-même. C'est la répétition de ces petits sacrifices volontaires qui forgent notre autodiscipline alimentaire, nous permettant de garder le cap sur nos objectifs à long terme. En acceptant ces petites souffrances, nous changeons aussi notre perspective sur le confort. Nous commençons à mieux apprécier ce que nous avons. Quand on s'habitue à dormir sur un matelas moelleux tous les soirs, on finit par oublier le confort qu'il nous apporte. Mais si, pendant quelques jours, on dort sur le sol, ce simple matelas redevient un luxe. De la même manière, en marchant chaque jour plutôt que de prendre systématiquement la voiture, on redécouvre la valeur du temps et du confort de la vitesse motorisée. Cela nous rappelle que ce que nous considérons comme acquis, que ce soit la chaleur, la nourriture ou le confort, est en réalité un privilège. La souffrance volontaire agit donc comme un rappel constant de la valeur de ce que nous possédons déjà. C'est une manière de ne pas sombrer dans la complaisance. Prenons l'exemple des anciens soldats Sparte, connus pour leur force et leur endurance. Ils s'entraînaient à combattre pieds nus, dans des conditions difficiles, afin de développer une force mentale et physique inégalée. Ils savaient que, dans la bataille, ils devraient affronter des conditions bien plus rudes. En se soumettant volontairement à ces épreuves,
Ils étaient prêts pour tout ce que la vie pouvait leur réserver. Nous n'avons pas besoin de devenir des soldats spartiates pour adopter cette philosophie, mais nous pouvons nous inspirer de cet état d'esprit pour nos propres batailles quotidiennes. Affronter des inconforts volontaires change aussi notre rapport à la peur. Souvent, ce qui nous empêche d'avancer, c'est la peur de souffrir, la peur de l'inconnu. En choisissant nous-mêmes de nous confronter à des difficultés, nous nous habituons à ce sentiment de malaise et il devient moins paralysant. Un entrepreneur, par exemple, qui décide de sortir de sa zone de confort en allant parler à de nouveaux clients, même s'il est introverti, apprend à ne plus craindre le rejet ou le malaise social. Chaque conversation difficile devient plus facile que la précédente, et ce qui lui paraissait insurmontable au début devient une seconde nature. Il apprend que la peur n'est qu'une étape temporaire vers la maîtrise de soi. De plus, cette approche permet de mieux gérer les imprévus. Quand nous nous habituons à vivre dans le confort, chaque perturbation devient une source de stress intense. Mais en acceptant volontairement de nous confronter à des inconforts, nous développons une souplesse mentale. Si un jour, le chauffage tombe en panne en plein hiver, celui qui a déjà pris des douches froides saura mieux gérer ce désagrément. Si un jour, il doit marcher de longues distances parce que sa voiture est en panne, celui qui a déjà choisi la marche comme exercice quotidien sera bien plus résistant. C'est là toute la puissance de la souffrance volontaire. Elle nous prépare à l'imprévu, elle nous forge une résilience qui nous permet de rester calme quand le monde autour de nous vacille. En fin de compte, la souffrance volontaire n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas là pour nous rendre malheureux, mais pour nous aider à découvrir la force qui sommeille en nous. C'est un exercice de liberté, car c'est nous qui choisissons de nous confronter à ces défis. Et c'est ce choix conscient qui renforce notre autodiscipline. En acceptant de petits sacrifices aujourd'hui, nous nous préparons à surmonter de plus grands défis demain. Nous devenons maîtres de nous-mêmes, capables de faire face à l'adversité avec sérénité. Nous avons vu comment la souffrance volontaire peut devenir un puissant levier pour développer notre autodiscipline, en nous apprenant à apprécier le confort et à affronter l'inconfort avec résilience. Mais ce n'est pas tout. Une fois que l'on a appris à maîtriser ces petits inconforts, il est tout aussi crucial de savoir gérer nos pensées, de ne pas se laisser dominer par les événements extérieurs. Car l'autodiscipline ne concerne pas seulement nos actions, mais aussi notre capacité à garder notre esprit sous contrôle face à l'adversité. Dans la prochaine partie, nous verrons comment le contrôle de soi peut nous aider à rester concentrés sur ce qui compte vraiment, même lorsque tout semble nous échapper. Restez avec nous, car cette étape est essentielle pour aller encore plus loin dans votre cheminement vers la discipline personnelle. 4. Maîtriser ses pensées. Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements externes. Ces mots de Marc Aurèle nous invitent à un exercice fondamental, celui de la maîtrise de soi face aux aléas de la vie. Les événements extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, échappent souvent à notre contrôle. Nous ne choisissons pas toujours les défis qui se dressent devant nous, mais nous avons toujours le choix de la manière dont nous les affrontons. C'est ici que réside le véritable pouvoir de l'autodiscipline. La capacité à orienter nos pensées, à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, plutôt que de nous perdre dans les préoccupations et les angoisses inutiles. Il est naturel d'être envahi par l'anxiété et les doutes, surtout lorsque les circonstances échappent à notre maîtrise. Une perte d'emploi, un conflit personnel, une situation imprévue. La première réaction est souvent de se laisser submerger par des pensées négatives, de ruminer sur ce qui aurait pu être fait différemment, sur ce qui aurait pu être évité. Mais à quoi sert-il de ressasser ce qui est déjà passé ? Marc Aurèle nous rappelle qu'il est inutile de perdre du temps à lutter contre des événements que nous ne pouvons plus changer. Au lieu de cela, il nous incite à recentrer notre esprit sur ce que nous pouvons faire dans le présent, à prendre le contrôle de notre mental pour avancer. Prenons l'exemple d'un examen que vous avez échoué. Il est facile de sombrer dans la déception, de se blâmer ou de blâmer les conditions de l'examen. Pourtant, aucune de ces pensées ne changera le résultat. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la manière dont vous allez réagir.
Vous pouvez choisir de tirer des leçons de cet échec, de réviser différemment, de demander de l'aide à un professeur ou à un ami, et de vous préparer pour la prochaine épreuve. C'est cette capacité à rediriger votre attention sur des actions concrètes, sur des améliorations possibles, qui fait toute la différence entre la stagnation et la progression. Le contrôle de nos pensées est aussi un exercice de focalisation. Imaginons un marin en pleine tempête. Il sait qu'il ne peut pas apaiser les vents ni calmer les vagues déchaînées. Mais il sait qu'il peut ajuster ses voiles, orienter son gouvernail et choisir la direction dans laquelle il se battra contre les éléments. De la même manière, face à une situation difficile, nous devons apprendre à ajuster nos pensées, à diriger notre esprit vers des actions qui ont du sens plutôt que de se perdre dans l'inquiétude. Nous ne pouvons pas arrêter la tempête, mais nous pouvons apprendre à naviguer à travers elle. Il est crucial de comprendre que nos pensées façonnent notre réalité. Quand nous laissons les pensées négatives s'installer, elles prennent racine, influencent nos décisions et minent notre motivation. Imaginez que vous soyez sur le point de démarrer un projet ambitieux, mais que votre esprit soit envahi de pensées telles que « je ne suis pas assez compétent » ou « c'est trop difficile, je ne vais jamais y arriver ». Ces idées peuvent devenir une prophétie autoréalisatrice. Vous finissez par ne pas mettre en œuvre les efforts nécessaires, par abandonner rapidement à la première difficulté, parce que vous vous êtes déjà convaincu de l'échec. À l'inverse, si vous choisissez consciemment de remplacer ces pensées par des affirmations telles que « je vais apprendre en avançant » ou « chaque difficulté est une opportunité de grandir », vous transformez votre perception de la réalité et vous vous donnez la chance de réussir. La maîtrise de ces pensées demande de la pratique, tout comme un muscle que l'on entraîne. Une technique stoïcienne utile est celle de la visualisation négative ou préméditation des mots. Elle consiste à envisager les pires scénarios possibles, non pas pour s'angoisser davantage, mais pour se préparer mentalement à faire face à ce qui pourrait arriver. Par exemple, avant une présentation importante au travail, imaginez que tout ne se passe pas comme prévu, que vous pourriez perdre vos notes, que la technologie pourrait tomber en panne, ou que vous pourriez être confronté à des questions difficiles. En acceptant cette possibilité en amont, vous êtes mieux préparé à affronter les imprévus sans paniquer, car vous avez déjà réfléchi à la manière dont vous réagiriez. Cela ne change pas les circonstances extérieures, mais cela change votre réaction intérieure. En pratique, maîtriser ses pensées signifie aussi savoir quand lâcher prise. Trop souvent, nous nous accrochons à ce que nous pensons être sous notre contrôle, alors qu'en réalité, cela ne l'est pas. Par exemple, vous pouvez vous soucier de la manière dont les autres perçoivent vos efforts, de ce que pensent vos collègues de votre travail, ou de l'opinion de votre entourage sur vos choix de vie. Mais, tout comme le rappelle Marc Aurèle, les pensées des autres ne sont pas sous notre contrôle. Ce qui est en notre pouvoir, c'est de nous concentrer sur la qualité de notre travail, sur notre propre intégrité et sur la manière dont nous agissons. Une fois que nous acceptons que le jugement des autres ne dépend pas de nous, nous libérons une grande partie de notre énergie mentale, que nous pouvons alors utiliser pour nous améliorer et avancer vers nos objectifs. Un autre exemple concret est celui des athlètes. Beaucoup de sportifs de haut niveau ont appris à ne pas se laisser déstabiliser par les imprévus. Lorsqu'un coureur sprinte sur une piste et que la pluie commence à tomber, il sait que sa performance pourrait en être affectée. Mais s'il se concentre sur ce qu'il ne peut pas contrôler, la météo, il perdra sa concentration et sa course sera compromise. Au lieu de cela, il se focalise sur ce qu'il peut encore ajuster, sa respiration, ses mouvements, sa posture. C'est cette capacité à ramener son attention sur l'essentiel qui permet aux grands champions de donner le meilleur d'eux-mêmes, peu importe les circonstances. Maîtriser ses pensées, c'est donc apprendre à différencier ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous, comme le recommandait Épictète, un autre grand philosophe stoïcien. Ce discernement nous permet de ne pas gaspiller notre énergie à vouloir changer ce qui est hors de notre portée, mais de la concentrer sur ce qui est entre nos mains. Cela nous permet de rester ancrés dans le moment présent, de ne pas nous perdre dans les regrets du passé ou les inquiétudes sur l'avenir.
car le présent est le seul espace où nous pouvons agir. La clé, c'est la pratique quotidienne. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation stressante, demandez-vous, est-ce que je peux changer cela? Si la réponse est non, laissez-le de côté. Tournez votre attention vers une action concrète, même minime, qui dépend de vous. Cela pourrait être aussi simple que de respirer profondément, de prendre une décision que vous pouvez contrôler, ou de vous concentrer sur une tâche à portée de main. En répétant cet exercice, vous entraînez votre esprit à ne pas se laisser envahir par les pensées improductives. Nous avons exploré l'importance de la maîtrise de ces pensées, de la capacité à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler pour rester serein face aux défis. C'est un élément essentiel de l'autodiscipline, car il nous permet de rester ancrés et de ne pas nous laisser submerger par les émotions. Mais une autre étape tout aussi importante dans ce cheminement est de savoir renoncer à l'apitoiement sur soi-même. Pour véritablement avancer, il faut abandonner le rôle de victime et embrasser la responsabilité de notre propre vie. Dans la prochaine partie, nous verrons comment surmonter le sentiment de victimisation et prendre en main son destin pour devenir la meilleure version de soi-même. Restez avec nous pour découvrir ce qui pourrait bien être la clé de votre transformation. 5. Éviter le victimisme. Fais ton travail sans te plaindre. Ces mots de Marc Aurèle, empreints de sagesse stoïcienne, nous rappellent une vérité essentielle. Le sentiment de victimisme est un piège subtil qui nous retient, nous empêche de progresser et d'exploiter notre plein potentiel. Trop souvent, nous justifions notre inaction ou nos échecs en blâmant les circonstances extérieures. Nous nous disons que les autres ont eu plus de chance, que les conditions étaient contre nous, que le succès n'était tout simplement pas à notre portée. Mais ces excuses, même si elles semblent légitimes sur le moment, nous privent de notre pouvoir personnel. Pour développer une autodiscipline authentique, il est crucial de sortir de ce rôle de victime et de devenir le véritable acteur de notre vie. Le victimisme, c'est la tendance à se décharger de la responsabilité de nos propres actions sur le dos des autres ou sur les aléas de la vie. Combien de fois avons-nous entendu, ou même prononcé, des phrases comme « si seulement j'avais eu plus de temps »,« si je n'étais pas né dans cette famille », ou encore « les choses auraient été différentes si je n'avais pas eu autant de malchance ». À chaque fois que nous cédons à ce genre de pensée, nous abandonnons une partie de notre pouvoir personnel. Nous refusons de voir ce qui est encore sous notre contrôle et nous restons passifs face à notre situation. Prenons l'exemple de 2 personnes licenciées de leur travail en même temps. La première, plongée dans le ressentiment, passe des semaines à se lamenter sur son sort. Pourquoi moi? Ce n'est pas juste, je n'avais rien fait de mal. Elle ressasse sans cesse son amertume, convaincue que ce licenciement est la faute de ses supérieurs, de la conjoncture économique ou de la malchance. La seconde, bien que choquée et peinée, se dit « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux agir pour améliorer ma situation ». Elle profite de ce temps pour se former, pour travailler sur son réseau professionnel ou pour lancer un projet qu'elle avait en tête depuis longtemps. La première reste enfermée dans sa situation, tandis que la seconde transforme une épreuve en opportunité. Ce qui les distingue, ce n'est pas la sévérité de leur situation, mais leur réaction face à l'adversité. Sortir du sentiment de victimisme, c'est comprendre que la vie ne nous doit rien, mais que nous pouvons tout lui demander en prenant la responsabilité de nos choix. Ce concept est au cœur de la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Les difficultés et les échecs font partie de la vie. Personne n'est épargné. Mais ce qui nous distingue, ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à les surmonter sans céder à l'apitoiement. Quand nous cessons de nous voir comme des victimes, nous reprenons le contrôle de notre trajectoire. Pour illustrer cela, regardons l'histoire inspirante de Viktor Frankl, un psychiatre autrichien qui a survécu à l'horreur des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré des conditions de vie inimaginablement dures, Frankl a trouvé une force intérieure dans la conviction que, même dans ces circonstances extrêmes,
Il restait maître de sa manière de percevoir sa situation. Il a compris qu'il ne pouvait pas contrôler ce qui se passait autour de lui, mais qu'il pouvait contrôler sa réaction, sa façon de donner un sens à sa souffrance. Cette approche a non seulement permis à Frankl de survivre, mais elle lui a aussi inspiré sa célèbre œuvre, Man's Search for Meaning. Si un homme peut refuser le statut de victime dans un contexte aussi dramatique, alors nous aussi, dans nos vies quotidiennes, pouvons choisir de ne pas nous laisser abattre par les difficultés. Éviter le victimisme, c'est aussi apprendre à changer notre dialogue intérieur. Lorsque nous nous trouvons face à un obstacle, il est facile de se dire « ce n'est pas de ma faute, c'est la situation qui est contre moi ». Mais une question plus constructive serait « que puis-je faire à partir de là où je suis, avec ce que j'ai ?» Ce changement de perspective nous incite à rechercher des solutions, à explorer les opportunités cachées derrière chaque difficulté. Par exemple, si vous vous sentez bloqué dans votre carrière, au lieu de blâmer votre employeur pour le manque de perspective, vous pourriez chercher à développer de nouvelles compétences, à étendre votre réseau professionnel ou à explorer des projets annexes. En agissant ainsi, vous reprenez le contrôle de votre avenir professionnel. Une des grandes forces des personnes qui réussissent, c'est leur capacité à voir au-delà des circonstances. Ces individus ne se laissent pas abattre par les revers. Au contraire, ils les considèrent comme des défis à relever. Pensez à Oprah Winfrey, qui a grandi dans une extrême pauvreté et a été confrontée à des abus dans son enfance. Elle aurait pu se laisser enfermer dans le rôle de la victime, et personne ne l'aurait blâmée pour cela. Mais au lieu de se résigner, elle a choisi de se battre, de prendre le contrôle de sa vie, et de transformer ses expériences douloureuses en une force qui l'a portée vers un succès monumental. Ce qui l'a guidée, c'est la conviction que son passé ne définirait pas son futur. Pour éviter le victimisme, il est aussi essentiel de pratiquer la gratitude. En nous concentrant sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, nous renforçons notre résilience. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais plutôt les voir dans un contexte plus large. Peut-être que vous traversez une période de difficultés financières, mais vous avez encore la santé et des proches sur qui compter. En cultivant cette perspective, vous réalisez que vous avez encore des ressources pour rebondir, des raisons de continuer à vous battre. Cette perspective est particulièrement importante quand les conditions sont vraiment difficiles. Il ne s'agit pas de nier la réalité des injustices ou des épreuves, mais de refuser de leur accorder le pouvoir de nous paralyser. Si nous nous disons que notre vie dépend uniquement des circonstances, nous abandonnons tout espoir de changement. Mais si nous assumons que nous avons toujours une part de responsabilité, même minime, dans notre manière de réagir, nous reprenons les rênes de notre destin. En prenant la responsabilité de nos actions, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités. Nous avons vu comment le fait d'éviter le victimisme et de prendre la responsabilité de sa propre vie permet de se libérer des excuses et de devenir le véritable maître de son destin. Mais il y a une autre étape essentielle sur le chemin de l'autodiscipline. Savoir retarder la gratification. Apprendre à résister aux récompenses immédiates pour se concentrer sur les gains à long terme est un art délicat mais crucial. Dans la prochaine partie, nous découvrirons comment le report de la gratification peut être la clé pour atteindre des objectifs durables et construire une vie plus épanouie. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait bien transformer votre façon de voir la patience et la persévérance. 6. Retarder la gratification. Es-tu né pour te sentir à l'aise au lieu de faire des choses? Ces mots de Marc Aurèle résonnent comme un appel à l'action, une invitation à réfléchir sur notre rapport au confort et à la facilité. Dans notre quête d'autodiscipline, l'un des défis les plus subtils mais essentiels est la capacité à retarder la gratification. Il s'agit de renoncer à un plaisir immédiat pour se concentrer sur un objectif à long terme, de choisir le chemin parfois difficile du sacrifice pour obtenir une récompense plus grande et plus durable. Mais pourquoi est-il si important de développer cette capacité? Et surtout, comment y parvenir dans un monde qui nous offre des tentations à chaque coin de rue? Retarder la gratification,
C'est apprendre à dire non à ces plaisirs fugaces qui, bien que satisfaisants sur le moment, risquent de nous détourner de nos objectifs. Pensez à la tentation d'un dessert alors que vous suivez un régime. Le sucre, les saveurs sucrées, l'instant de plaisir qui fond dans la bouche. Tout cela peut être terriblement attirant. Mais ce plaisir éphémère risque de compromettre votre but ultime de perdre du poids et de retrouver une meilleure santé. En choisissant de résister à cette tentation, vous vous affirmez en tant que maître de vos décisions et non esclave de vos désirs immédiats. C'est un exercice de volonté qui, répété chaque jour, forge une discipline mentale de fer. Prenons l'exemple de ceux qui économisent de l'argent pour un projet à long terme, comme l'achat d'une maison ou le financement des études de leurs enfants. Chaque jour, ils sont confrontés à des choix. Dépenser cet argent dans des plaisirs immédiats, un nouveau gadget, des sorties coûteuses, des achats impulsifs, ou le mettre de côté pour un futur plus stable et plus sécurisé. Ceux qui réussissent à retarder la gratification sont ceux qui, à la fin, récoltent les fruits de leur patience. Ils peuvent se permettre un avenir plus confortable parce qu'ils ont su, dans le présent, faire preuve de retenue. Ce n'est pas facile, bien sûr, mais c'est cette difficulté même qui en fait une vertu puissante. Marc Aurèle nous incite à nous demander si nous sommes vraiment nés pour rechercher le confort ou pour réaliser de grandes choses. C'est une question fondamentale à se poser au quotidien, surtout à une époque où la facilité est à portée de main. Dans un monde où l'on peut commander un repas en quelques clics, où l'on peut consommer du divertissement à volonté sur nos écrans, le choix de l'effort, de la concentration et de la patience devient un véritable acte de résistance. Retarder la gratification, c'est refuser de se laisser hypnotiser par la satisfaction immédiate pour rester fidèle à un but plus grand. Prenons l'exemple d'un étudiant qui prépare un examen important. Il pourrait céder à la tentation de regarder un épisode de sa série préférée, de sortir avec des amis ou de passer des heures sur les réseaux sociaux. Ces plaisirs immédiats sont séduisants, mais ils risquent de lui faire perdre du temps et de compromettre ses chances de réussir son examen. En revanche, s'il choisit de rester concentré sur ses révisions, de repousser ses distractions jusqu'à ce qu'il ait atteint son objectif, il augmente ses chances de succès. Et le jour où les résultats tomberont, il sera récompensé non seulement par la satisfaction de son travail accompli, mais aussi par la fierté d'avoir su résister aux tentations. Retarder la gratification, ce n'est pas simplement une question de discipline personnelle, c'est aussi une manière de mieux apprécier les récompenses futures. Lorsque vous avez travaillé dur pour atteindre un objectif, la satisfaction qui en découle est bien plus profonde et durable. Elle ne se limite pas à un plaisir instantané, mais devient une source de fierté qui nourrit votre estime de vous-même. C'est un sentiment qui ne peut être ressenti que par ceux qui ont accepté de faire des sacrifices en amont. Comme lorsque vous achevez une course de marathon. La joie de franchir la ligne d'arrivée est bien plus grande lorsque vous avez su résister à l'envie d'abandonner à chaque kilomètre difficile. Un exemple qui illustre bien cette notion est celui de l'entrepreneur qui choisit de réinvestir ses premiers profits dans son entreprise plutôt que de se verser un salaire confortable. Il pourrait facilement céder à la tentation de profiter de ses gains pour s'acheter des biens matériels ou partir en vacances. Mais en choisissant de réinvestir, il favorise la croissance de son entreprise sur le long terme. Il accepte de vivre avec moins aujourd'hui pour espérer plus demain. Et souvent, ce sont ces décisions qui font la différence entre une entreprise qui prospère et une autre qui stagne. L'entrepreneur qui sait retarder la gratification finit par récolter les fruits de son travail sous forme de succès durable. Cette capacité à différer les récompenses est également cruciale dans la gestion de nos émotions. Parfois, nous ressentons le besoin de répondre immédiatement à une situation, de réagir impulsivement à une critique ou à une frustration. Mais souvent, ces réactions immédiates ne nous servent pas sur le long terme. Retarder la gratification émotionnelle, c'est apprendre à prendre du recul, à respirer avant de réagir, à se demander si cette réaction instantanée va réellement nous aider à avancer vers nos objectifs. Par exemple, au travail, lorsque vous êtes critiqué par un supérieur ou un collègue,
votre première réaction pourrait être la colère ou la défense. Mais si vous prenez le temps de réfléchir, de différer cette réaction, vous pourriez trouver une manière plus constructive de répondre, en utilisant la critique pour vous améliorer. Dans la vie quotidienne, retarder la gratification peut aussi signifier choisir de faire aujourd'hui ce qui est difficile pour pouvoir profiter de ce qui est facile demain. Par exemple, consacrer 1 heure chaque jour à l'apprentissage d'une nouvelle langue ou d'une compétence professionnelle. Ce n'est pas aussi amusant qu'une soirée passée devant la télévision, mais les bénéfices à long terme sont immenses. De nouvelles opportunités professionnelles, la capacité à voyager et à communiquer plus aisément, et le sentiment de croissance personnelle. C'est en faisant ces choix délibérés que l'on construit une vie riche de sens et de possibilités. Le stoïcisme nous invite à voir la vie dans son ensemble, à ne pas nous laisser aveugler par l'instant présent, mais à considérer les conséquences de nos actions à long terme. Quand nous retardons la gratification, nous pratiquons cette vision plus large. Nous apprenons à apprécier la valeur du temps, à comprendre que tout ce qui vaut vraiment la peine demande un effort, une patience et une détermination qui vont au-delà du moment présent. C'est une manière de prendre soin de notre avenir tout en renforçant notre volonté. Nous avons exploré l'importance de retarder la gratification et vu comment cette capacité à résister aux plaisirs immédiats peut transformer notre vie. Mais il reste une autre étape cruciale sur le chemin de l'autodiscipline. Celle de faire face aux critiques et de ne pas se laisser déstabiliser par les voix négatives qui nous entourent. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ignorer les pessimistes, rester focalisé sur ses objectifs et utiliser les retours des autres de manière constructive. Restez avec nous pour découvrir comment préserver votre motivation face aux obstacles extérieurs et continuer à avancer sur le chemin de votre réussite. La route vers l'autodiscipline est un chemin de progression et non de perfection. Tout au long de ce parcours, vous rencontrerez des obstacles, des moments de doute et des échecs. Mais souvenez-vous, ce n'est pas la chute qui compte, c'est la manière dont vous vous relevez. Chaque fois que vous trébuchez, que vous sentez la tentation de baisser les bras, rappelez-vous que ces instants de faiblesse sont des opportunités pour renforcer votre résilience. Marc Aurèle le disait si bien. Soyez honnête avec vous-même, évaluez vos actions et surtout, apprenez de vos erreurs. L'échec n'est pas une fin, mais un enseignement. Il n'est jamais trop tard pour ajuster votre trajectoire, pour faire preuve de plus de discipline et pour recommencer avec une nouvelle détermination. Ne laissez pas la culpabilité vous retenir. La culpabilité peut être un poids lourd à porter, un frein à votre progression. Elle vous enferme dans le passé, vous empêche de vous projeter vers l'avenir. Au lieu de cela, faites preuve de compassion envers vous-même. Pardonnez-vous pour vos erreurs et considérez-les comme des étapes nécessaires dans votre apprentissage. Vous n'êtes pas seul à faire face à ces difficultés. Tout le monde connaît des moments de faiblesse. Mais ce qui différencie ceux qui réussissent, c'est leur capacité à utiliser ces moments pour se redresser, à transformer chaque chute en une nouvelle leçon. C'est en affrontant vos faiblesses, en acceptant vos imperfections, que vous devenez une version plus forte de vous-même. Chaque obstacle sur le chemin est une opportunité de grandir. Là où d'autres voient une barrière infranchissable, voyez une chance de vous surpasser. Lorsque vous rencontrez une difficulté, demandez-vous: que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je en sortir plus fort? En adoptant cette attitude, chaque épreuve devient une pierre sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour construire votre force intérieure. L'autodiscipline n'est pas seulement une manière de mieux organiser votre vie, c'est une voie vers la maîtrise de vous-même, un chemin pour découvrir et libérer le potentiel immense qui sommeille en vous. Souvenez-vous, c'est en pratiquant l'autodiscipline que vous libérez le potentiel de votre esprit et que vous réalisez vos rêves. Tout ce que vous désirez atteindre, toutes les grandes ambitions que vous portez en vous, dépendent de votre capacité à persévérer, à rester concentré sur vos objectifs même lorsque la motivation faiblit. C'est cette discipline, forgée jour après jour, qui devient votre allié la plus fidèle, celle qui vous accompagne sur le long terme, bien après que l'excitation initiale soit retombée.
Le pouvoir de l'autodiscipline est à votre portée, et il ne tient qu'à vous de le saisir, de le cultiver et de l'intégrer dans chaque aspect de votre vie. Si cette vidéo vous a inspiré à entamer ce voyage vers une vie plus disciplinée et épanouie, n'oubliez pas de la soutenir en cliquant sur le bouton j'aime. Cela aide la chaîne Sagesse en évolution à toucher davantage de personnes qui, comme vous, cherchent à progresser et à se dépasser. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier, car le chemin de l'autodiscipline est encore plus riche lorsqu'il est parcouru ensemble. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, sur Sagesse en évolution, nous continuons ensemble à explorer le potentiel infini de la sagesse et de la discipline personnelle. À très bientôt pour de nouveaux pas vers une vie meilleure et plus forte.